Bonjour tout le monde. Je vous inviterai à prendre place, finir votre... Attendez un petit peu. Veux-tu que je les mette? Je pensais que tu prenais ton ordi aussi. Ben, c'est moi, ok. Bonjour tout le monde, chers entrepreneurs, partenaires et invités aussi. C'est un plaisir de vous accueillir pour la deuxième édition de la journée de l'entrepreneur éco-responsable. Je souhaite premièrement exprimer ma gratitude à tous les entrepreneurs qui sont ici présents aujourd'hui. Je sais que parfois le contexte des affaires permet rarement d'être présent pour toute une journée de conférence. Fait que votre présence aujourd'hui, ben, ça démontre un bel intérêt
dire c'est quoi le rapport avec les entreprises. Ils ont fait un plan de mobilité qui cible la ville. Et oui, il y a un petit côté politique à dire que si la vieille capitale est capable d'aménager des pistes cyclables et de revoir sa circulation, pourquoi pas aux îles de la Madeleine? Donc, il y a un petit message politique on the side. Mais pour les entreprises, on a vu aussi qu'il y a de plus en plus de participants actifs en offrant des avantages aux employés sur la mobilité active. Par exemple, ce qu'ils nous présentaient, c'était des entreprises qui avaient décidé de payer le déplacement en taxi pour un employé qui devait d'urgence quitter le travail. Juste un safety pour l'encourager à venir à vélo ou en transport en commun. Donc, des stratégies en entreprise qui favorisent l'adhésion de ses membres, mais aussi la réduction de l'impact environnemental. Donc, développement durable, il y en a plusieurs définitions. Je vais me rallier à celle de Brundtland qui date, mais qui est la plus connue de tous. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il y a plusieurs nomenclatures. On était habitué à celle de gauche, où on essaie de trouver la rencontre entre les trois sphères qui sont l'économie, société, environnement. Personnellement, je préfère celle-ci parce qu'elle induit que l'humain est au centre. Il a créé l'économie, il a son éthique, il est dans une société et il est automatiquement dans un environnement dont il dépend. Donc, d'aucune manière, on peut ressortir l'environnement de l'équation. J'ai une bouteille d'eau quelque part. Vous permettez? Tellement de gens brillants et rayonnants ici que je suis un peu stressée. Je vais prendre une grande respiration. Donc, développement durable, ce n'est pas un thème à la mode, c'est vraiment une référence maintenant à l'échelle mondiale. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on a les objectifs de développement durable des Nations unies qui, en 2015, constitués de 192 États membres des Nations unies, dont le Canada, se sont engagés à poser des actions dans ces orientations avec des actions, des cibles dans un horizon temporel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que face à l'action climatique, il y a de plus en plus d'objectifs qui vont percoler dans les politiques, qui vont percoler jusqu'à la réglementation. Et donc, d'être dubitatif sur l'importance du développement durable ou même sur l'existence des changements climatiques, je vous garantis que ramer, ça va être tough. Enjeux environnementaux planétaires, je ne vais pas vous faire de dépression ce matin, mais rapidement, pourquoi on s'y intéresse? Sur les 4 catégories d'impact, donc changement climatique, qualité des écosystèmes, santé humaine, épuisement des ressources, notre mode de vie et nos entreprises ont automatiquement des impacts. Changement climatique, malheureusement, le dernier rapport du GIEC est sans équivoque, on est dans le pire scénario. Même on a dépassé les projections les plus pessimistes en termes de climat et de réchauffement planétaire. Je n'ai pas besoin d'aller loin, ni de donner des grandes explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tempêtes vont être plus fréquentes. On peut avoir un break d'1 an, 2 ans, se dire « Ah, c'est réglé », ou « Le climat se réchauffe, parfait, j'aime ça quand il fait chaud ». C'est plus complexe que ça. Ça a des impacts un peu partout. Pardon, je me rends compte que je vous parle, puis je ne vous montrais pas mes diapos. Correct? Donc, les projections du GIEC. Le GIEC, c'est des chercheurs de partout dans le monde, d'ailleurs, qui créent un consensus scientifique. C'est pas mon voisin qui a écrit ça, quoi qu'il est très intelligent, mais c'est comme un rapport de référence. Si vous vous intéressez au changement climatique, c'est la référence mondiale. Donc, quand je disais pas besoin de faire de dessin, on sait aux îles, on est habitué de s'adapter à un certain niveau. Mais attention, on a eu beaucoup de soutien gouvernemental et c'est correct, il y en aura encore. Par contre, changement climatique veut dire sécheresse, inondation, événements climatiques extrêmes un peu partout sur le globe et sur le reste du pays. Les feux de forêt, et notre premier ministre le dit, attention, les municipalités, les collectivités, mettez-vous un fonds de secours parce que ce n'est pas toujours le gouvernement qui va être à la rescousse. Donc, je ne sais pas si on a un compteur pour les îles dans l'investissement d'adaptation, mais ça doit être assez faramineux. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'aide, mais ça veut dire que chaque entreprise doit se questionner en termes d'adaptation dès maintenant.
Qualité des écosystèmes. Ben, on oublie souvent la nature comme un acteur important. Quelle serait notre entreprise sans eau potable de qualité? Quelle serait notre entreprise sans air? Quelle serait notre entreprise sans les services naturels? Les fameuses abeilles, les pollinisateurs. Il y a plein de services qui font que si on porte atteinte à l'écosystème, on va perdre des avantages qu'on prend pour acquis dans notre entreprise. Si je mets un élément plus ancré dans le contexte des îles, ben, je n'ai pas à faire un dessin non plus sur les ressources aquatiques et l'impact peut-être d'une espèce envahissante ou d'une espèce qui a migré à cause du réchauffement planétaire. Santé humaine, ben, comme vous le savez, on est chanceux, on a une source d'eau potable magnifique, très bonne au goût et d'une grande qualité. Par contre, elle dépend des écosystèmes, des marais filtrants, entre autres, donc attention. Il y a eu un beau rapport de l'Université Laval qui disait qu'aux îles, on a en masse d'eau pour nos besoins. C'est vrai, mais le diable est dans les détails, c'est conditionnel au maintien des services écologiques. Au niveau de l'épuisement des ressources, bon, ben, chaque année, l'humanité consomme l'équivalent de 1,6 planètes de ressources renouvelables. Le jour de dépassement est estimé. Quand on dit jour de dépassement, c'est à quel jour on a exploité les ressources ou on dépasse les ressources que la planète est capable de régénérer. Donc, chaque année, ça augmente, mais après ça, on peut dire, ouais, mais c'est pas tout égal. Voici par pays. Le Canada, si je ne m'abuse, le 13 mars, donc janvier, février, en 2 mois et demi, les Canadiens consomment les ressources. Si tout le monde vivait comme les Canadiens, on aurait épuisé les ressources en 2 mois et demi. Puis on voit, par exemple, que la Jamaïque, c'est le 20 décembre, ils font presque le tour de l'année, mais là, on a des questionnements à se poser sur l'équité ou l'accès aux ressources, justement. Donc, quand ça crie sur « Attention, on veut des produits écologiques en Chine, conformez-vous », oui, mais nous, on veut vivre comme vous, donc attention à ça aussi. Aux îles, c'est pas pareil. En effet, c'est pire. Désolée, ça part mal. Je vous jure, j'achève. Après ça, on est full positif et proactif pour le reste de la journée. Mais quand même, un état des lieux sur le pourquoi, du comment on fait les choses, un petit rappel. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Fait qu'à chaque année, je vais recommencer avec ça. Préparez-vous d'avance l'année prochaine. Probablement même diapo mis à jour. J'espère que le profil va être meilleur, mais je suis pas certaine. Donc, ça, c'est pas chinois pour vous. Vulnérabilité au changement climatique, un environnement encore plus fragile, des ressources naturelles limitées, une forte exposition aux aléas côtiers, une gestion complexe des matières résiduelles, une rareté pénurie de main-d'œuvre, partout, mais coche de plus aux îles, faible diversification des activités économiques, une forte sensibilité démographique, une fragilité des liens de transport avec l'extérieur, une dépendance énergétique qui était à 100% pétro-sourcée là, avec les éoliennes, ça change un peu, mais quand même, et vulnérabilité au changement climatique, comme je l'ai dit. Donc, on peut voir des défis, on peut aussi les voir comme opportunités. Si les enjeux environnementaux sont source d'anxiété, puis on parle d'éco-anxiété de plus en plus, de découragement chez certaines entreprises, bien, l'action, c'est une bonne source de réconfort et d'énergie. Fait que j'ai fini avec la dépression climatique ce matin. On tombe justement dans l'action. Par où commencer? Petit rappel, l'année dernière, qui était là? À peu près la moitié, c'est bien. On avait abordé le cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est un outil qui est normé, ISO, qui est assez complexe. L'approche cycle de vie, par contre, elle, c'est un principe qui est quand même intéressant parce qu'elle permet d'analyser et de comprendre les étapes du cycle de vie d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. C'est pas parce que vous êtes dans un commerce de services que le cycle de vie n'est pas pertinent, même ça, au contraire. Il y a des intrants, des extrants à chacune des étapes de notre entreprise. Ça permet d'identifier les risques et les opportunités dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux de chacune des étapes et d'établir des systèmes proactifs pour saisir les opportunités et gérer, minimiser les risques et les impacts. Donc, vulgariser, ça ressemble à ça. On passe de la conception, on considère l'extraction de nos matières. Donc, si, je ne sais pas, moi, je fabrique des savons, la glycérine, peu importe les intrants, mes produits, d'où proviennent-ils?
De quelle façon sont-ils produits? De quelle façon sont-ils acheminés jusqu'à mon commerce? La fabrication elle-même, intégrant l'énergie et les ressources consommées, le transport vers l'usager, l'usage lui-même, la fin de vie et la conception. Il y en a qui disent l'usage, pourquoi l'usage, c'est quoi le rapport? Oui, on se rend jusqu'au consommateur chez lui. On s'est rendu compte dans le cycle de vie d'une brosse à dents que le principal impact, c'est l'eau consommée lors de l'usage et non pas la fabrication de la brosse à dents elle-même. Pardon. Donc vient une remise en question des pastilles ou de la forme ou de la manière de s'assurer qu'il y ait moins d'eau qui soit consommée. À l'étape de conception, faire de l'éco-conception, ça ne veut pas forcément dire utiliser des outils complexes. Il faut se poser des questions simples, le gros bon sens, sur le cycle de vie. Connaître le cycle de vie de mon produit ou de service, c'est identifier les hotspots. L'abri de la tempête était vraiment excellent. On se dit, bon, mon hotspot, c'est la consommation d'eau. Est-ce que je peux vraiment y faire quelque chose? Pas vraiment. Next. Et c'est questionner. Qu'est-ce que je peux faire? Énergie, déchets. Donc, en regardant chacun des impacts par étape, on est capable d'identifier des choses sur lesquelles on peut travailler un petit peu. Éviter le transfert d'impact aussi. Comme, je ne sais pas, moi, je fabrique, je fais des tisanes artisanales et j'exploite un terrain. Je vais régler la chose, mes impacts sur l'exploitation de mon terrain, je vais juste commander mes intrants. Bien, ça serait juste un déplacement. Donc, de considérer que c'est fait à tel endroit, c'est important. Planifier, repenser, faire évoluer mon entreprise. La fabrication, quelles ressources sont utilisées dans mon produit ou service? Ces ressources sont-elles renouvelables ou non renouvelables, incluant les emballages? Et est-ce que j'ai des alternatives locales, des alternatives certifiées, des alternatives réutilisables? Est-ce que je dois consommer les ressources ou si une alternative réutilisable existe? Ça, on va voir quelques exemples aujourd'hui. Fabrication, où et comment sont produites les matières? Oups, pardon. C'est ça. Excusez-moi, je l'ai lu celle-là. Hein? Ouais, merci. Le transport aux îles, ouh là là, difficile à éviter, mais on peut regarder de quelle façon ça peut être optimisé. L'emballage et l'expédition, est-ce que c'est minimal? Est-ce que c'est réutilisable? Est-ce que j'ai fait des lots? Est-ce que je peux m'allier à une autre entreprise? Est-ce que je peux demander aux fournisseurs d'emballer moins? Ça, c'est très drôle, des fois, des commerces ou des fabricants qui me disent « J'ai reçu mon matériel, garde la quantité d'emballage. » Quand moi, je fais de l'emballage minimaliste, tu sais, oups. Quel mode de transport a été utilisé? Transport par bateau est un net avantage, by the way, si vous vous questionnez entre avion, bateau, clairement bateau. C'est plus long, par exemple, ça prend plus de planification. L'usage, la durée de vie utile, est-ce que le produit est durable ou réutilisable? Est-ce que l'utilisation de mon produit ou service consomme des ressources? Exemple, énergie, eau. Est-ce que l'usage de mon produit ou service génère des rejets? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de répondre aux mêmes besoins? Et finalement, la fin de vie. Comment est géré mon produit ou mes consommables en fin de vie? Enfoui, composté, valorisé, recyclé? Quelles sont les exigences énergétiques? Le produit utilise-t-on d'autres ressources comme l'eau, le papier pour être récupéré? Est-ce qu'il est dangereux? Comment ramener mon produit sur mes consommables dans ce cycle? Ça va à date? Oui. Ouais? OK. J'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Les recettes des ventes, parce qu'on se questionne tout le temps en fonction de qui, est-ce qu'on a les bailleurs de fonds pour faire un événement comme ça? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Oui, les gens sont au rendez-vous. Les recettes récupérées aujourd'hui pour la participation à la journée vont être redonnées en un prix d'accompagnement d'une valeur de 1 500 $. Donc, le CERMIM se rend disponible à ceux qui sont intéressés. On va faire une petite liste et il va y avoir un tirage pour faire une ébauche de votre cycle de vie d'entreprise pour aider à identifier les hotspots. Est-ce que ça peut intéresser certaines entreprises? Merveilleux. Donc, on va vous faire suivre tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? Le but, c'est de transférer l'expertise. On aurait pu juste se le mettre dans les poches, mais on a le goût de redonner. Donc, voilà pour le cycle de vie. La réflexion du réemploi, c'est quelque chose qui est encore présent parce qu'on se déculpabilise facilement en disant « c'est compostable ». Oui. C'est recyclable. Oui. C'est compostable. Oui. Des fois, on n'a pas le choix.
Mais quand même, si on prend le trajet d'une tasse, et le schéma a été adapté spécialement pour les îles, on voit qu'il y a une extraction de matière, si c'est en styromousse, c'est pire que pire, ou multimatière. L'extraction de la matière, transport 3000 à 8000. Des fois, un matériel peut faire 2 fois le tour de la Terre avant de se rendre à un endroit pour une fabrication. Après ça, peut refaire 2 fois le tour de la Terre pour arriver à un endroit de consommation. Dans le cas de la tasse, c'est un usage de 2 à 30 minutes. Le jour où on va payer pour les externalités des impacts des produits, ça va coûter cher en tabarouette. En fait, on le paye, mais d'une façon différente, transposée à l'ensemble de la société. Donc, la réflexion est intéressante. Même si je ne me donne pas une conscience et que je le recycle ou que je le composte, il y a quand même une consommation de ressources très importante. Comment aurais-je pu éviter? J'ai une technologie incroyable qui s'appelle une tasse réutilisable. Pour ceux qui sont intéressés par l'économie circulaire, c'est le graphique que je préfère parce que on en a parlé beaucoup à l'édition de 2023. Dans ma tête, souvent, je suis encore en 2023, on est en 2024. Donc, en 2023, c'est un outil de Recycle Québec, de l'EDEC et de Recycle Québec, qui présente l'économie circulaire, mais qui repense à chacune des étapes et qui inclut le réemploi. Donc, comment puis-je réduire à l'extraction? Comment puis-je réemployer à l'extraction? Comment puis-je optimiser mes intrants, mes flux, etc. Donc, de se poser la question à chacune des étapes. Le territoire insulaire qu'on ne peut pas agrandir permet peut-être de mettre en évidence plus qu'ailleurs l'interdépendance de l'homme et de son milieu. On est conscient aux îles, des fois on n'a pas toujours les outils ou les technologies, mais savez-vous quoi? On n'en a pas nécessairement besoin des technologies. Il faut juste être conscient. Donc le CERMIM, en gros, on est un OBNL de recherche et développement d'innovation, présent aux îles depuis 2004, donc ça va faire 20 ans cette année. On a pour mission de mettre la recherche au service de l'innovation afin d'aider les communautés insulaires et maritimes à saisir les opportunités de développement et relever les défis de demain. On est au service des Madelinots, mais pour être capable d'attirer les bons experts et de faire boule de neige, on s'inscrit en enregistrant les îles comme laboratoire d'innovation et de performance en termes de développement durable. Excusez-moi. On pratique principalement dans 2 axes de recherche appliquée. On ne fait pas de recherche fondamentale, c'est appliqué, grande différence. On collabore avec des chercheurs qui, eux, font de la science fondamentale. Nous, notre mission, elle est vraiment ancrée terrain. Premier axe qui est l'économie circulaire, de proximité en milieu insulaire. Et le deuxième, développement insulaire en contexte de changement climatique. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Stratégie énergétique, inventaire des GES, analyse des cycles de vie, etc. Et un volet service R&D, soutien aux chercheurs, soutien aux entreprises, projet pilote. Bref, on s'amuse. Et puis, je vous ai encore oublié avec ma diapo. C'est pas drôle, hein? Économie circulaire, développement durable appliqué, service. Si jamais vous avez des questions, on a un site web qui est fait pour ça. Partenaire institutionnel, donc on est un organisme indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On a une affiliation à l'UQAR qui nous soutient pour favoriser la recherche en région, mais on appartient à personne d'autre qu'à l'organisme lui-même. Donc, neutralité, équité, service professionnel, on est bien ancré dans un réseau local et externe en termes de recherche. L'UQAR est avec nous depuis la Constitution, la communauté maritime des îles de la Madeleine aussi, le Cégep Gaspésie les îles, et dans les partenaires financiers, gouvernement du Canada via DEC, essentiellement, le gouvernement du Québec via le MEIE, et Desjardins, Caisse populaire d'Éramé, qui nous aide aussi depuis plusieurs années. Donc, juste parce que c'est beau les îles d'hiver. Hein? Merci. Question? C'est clair, personne dort, merveilleux. Merci, Mike. Donc, on passe déjà à la prochaine conférencière, qui est une de mes amies, qui a aussi intégré plusieurs pratiques durables dans son entreprise, Lilo Café Buvette. Donc, la personne qui va présenter aujourd'hui, c'est la cofondatrice de Lilo, Vanessa. Elle n'est pas présente parmi nous. Elle va présenter en ligne. Puis,
Elle va vous présenter son entreprise dans laquelle chaque décision est prise en considération avec des principes du développement durable. L'îlot, c'est un lieu où la qualité des produits s'harmonise parfaitement avec une approche éco-responsable. Ah, elle arrive. Témoignant de la conviction que des choix conscients peuvent non seulement offrir une expérience exceptionnelle, mais aussi contribuer positivement à l'environnement local. Donc, je vous laisse avec Vanessa. Bonjour tout le monde. OK.